Donc, je vais aller assez vite sur la présentation. Je vais rappeler rapidement le rationnel, en faisant un tour rapide de la littérature sur la maladie coronaire stable, en particulier le dépistage de l'ischémie silencieuse chez les malades à haut risque. Et puis après, on prendra un petit peu de temps pour les critères d'inclusion, d'exclusion et les aspects pratiques. Donc, sur l'étude Arcachon, l'idée n'est pas de réévaluer la pertinence des tests d'ischémie. Vous savez qu'on a des tests d'ischémie disponibles qui sont largement évalués, en particulier ceux combinés à l'imagerie, avec d'excellentes performances comparées à la coronarographie. Et puis, on a aussi des études randomisées qui ont montré qu'une stratégie de dépistage de la maladie coronaire par test d'ischémie faisait aussi bien qu'une épreuve anatomique, une modalité anatomique. Ici, c'est les données de l'étude PROMISE qui a été publiée il y a maintenant quelques années, qui comparait chez les malades suspects de maladie coronaire, soit une stratégie avec une échographie d'effort principalement, soit un coronaroscanner systématique. Et globalement, en termes de pronostic, il n'y avait pas de différence. L'idée, c'est de s'intéresser à deux choses. La première, c'est à l'impact de la revascularisation systématique de la maladie coronaire. Bonjour. Donc, comme vous le savez, on n'a jamais démontré que dans la maladie coronaire stable, on améliorait le pronostic de ces patients-là. Donc ici, c'est l'étude Courage, qui a été publiée il y a maintenant longtemps. Je passe assez vite. Et l'étude plus récente Ischemia, qui a montré dans une cohorte de patients qui étaient pour 90% symptomatiques que le fait de systématiquement revasculariser ces malades-là n'améliorait pas le pronostic. Il y avait une amélioration sur les symptômes, l'angine de poitrine. Et puis une étude que je trouve intéressante, que je vais... Excusez-nous, mais les diapos ne passent pas. Ah, Enfin, de mon côté. Hein. Merci pour l'intervention. Après, il y a des bugs sur le Zoom, il suffit de mettre en minuscule. Tu sais pas, plein écran, ça passe. Vous voyez là? Là, ça a l'air bon. Ok. Je vais prendre un tout petit peu de temps sur cette étude parce que ça va servir à discuter notamment le risque de crossover dans l'étude. C'est une étude qui a été publiée il y a maintenant près de 20 ans, qui s'intéressait à des malades à très haut risque. C'était des patients, 500 patients qui étaient en préopératoire de chirurgie vasculaire. Donc, ces patients étaient pour 40% symptomatiques, c'était angineux. Pour près de 50% avaient de l'ischémie myocardique sur la scintigraphie. Tous les malades ont eu une coronarographie, il y avait 30% de tritronculaire. Et les patients étaient randomisés, ces malades venaient pour anévrisme, chirurgie d'anévrisme, une artériopathies des membres inférieurs, ont été randomisés vers traitement médical versus une revascularisation systématique. Ils ont trouvé des anesthésistes conciliants. Et lorsqu'on regarde le critère primaire, il y a manifestement un bug sur les diapositives. J'espère que ça passe. Le critère primaire, non, ça ne passe pas. Comment on peut faire? On arrête et on relance? Hop. Cliquez sur partager. Vous voyez? Non. Ça vient de bouger. On va voir si ça... Je sais pas. Le suspense, c'est insoutenable sur le critère primaire de jugement. C'est bien sur l'écran partagé. Peut-être qu'on peut couper la vidéo, peut-être la connexion qui ne marche pas. Ouais. C'est bien, ça fonctionne jusque-là. Vous partagez votre écran. Alors, arrêtez. Pourquoi on ne voit plus rien là-haut là? Peut-être qu'on a bougé. Ça fonctionne jusque-là. Mais, vous ne le voyez pas en fait. Là, on voit le diaporama, mais je ne sais pas s'il Je bouge. branche et je rebranche. Tu vois le diaporama là, Ouais, je vois le diaporama, Karine. Par contre, je ne vois pas si ça bouge. Si vous avancez les diapos. Ah.
Là, Là, j'ai si on avancé fait- la diapo. Ouais, c'est bon. Si on fait plein Ok. écran, mais nous, on ne voit plus. Donc, si on fait plein écran, normalement, ça marche. Ah, j'ai tout refait exploser, Et voilà. mais on n'avait pas le PPT. Ce que je vous propose, c'est de vous connecter en Zoom sur vos téléphones. Bon, alors là, attends, c'est ça qui bug. Sinon, vous laissez un petit écran, mais parce que vous ne le voyez pas, c'est ça? En fait, Nous, maintenant, on voit pas dans la salle. on a perdu l'image dans la salle. Je sais pas pourquoi. Ah, bah, c'est Ah, bon. bah voilà, Ça revient. ça revient. C'est bon. Il faut plus rien toucher. C'est bien. Mais on ne me dites pas que vous ne l'avez plus après. Je vais peut-être laisser en Oui, là, on l'a. Ah, je vais laisser petit en mettant plein écran. Ça va. Merci beaucoup. Et eux, ils le voient, c'est bon. Voilà, oui, il le Ouais, voit. on voit. Donc, dans cette étude sur les malades à haut risque, sur la mortalité à 5 ans, il n'y avait pas de différence en termes de pronostic. Il y avait une surmortalité précoce liée à une mortalité chez les pontés, notamment. Et puis, la chirurgie vasculaire avait été décalée avec, ce qui est intéressant, plus de troponine élevée dans le groupe revascularisation que dans l'autre groupe. Donc, en clair, on n'a pas d'évidence, je peux résumer raisonnablement qu'on n'a pas d'évidence que le fait de revasculariser systématiquement les patients en coronari instable améliore quelque chose au pronostic. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, évidemment. Le traitement, là, je vais passer très vite. Il faut évidemment mettre un traitement médical. Et comme vous le savez, on a des objectifs, des cibles thérapeutiques adaptées en fonction des profils de risque. Et nos patients coronaires vascularisés sont tous à très haut risque, donc avec des cibles très restrictives. Ça vaut aussi pour les nouveaux traitements, notamment les cibles en termes de LDL et SGLT2 pour les diabétiques. Je vais passer là-dessus. Voilà, pour vous parler du cœur de l'étude, l'idée, c'est de s'intéresser à la stratégie de suivi systématique des malades coronariens instables revascularisés qui sont par définition à très haut risque. Est-ce qu'il y a des données dans la littérature? En fait, il y en a très peu. Il y a une étude qui date de 20 ans qui avait randomisé des monotronculaires traités par angioplastie entre épreuve d'effort, c'était une scintille, à 6 semaines et à 6 mois, sur un critère de capacité d'effort à 6 mois. Et dans cette étude-là, c'était en plus le délai de la rosténose, 6 mois post-angioplastie à instinct tenu. Il n'y avait pas de différence significative dans les deux groupes. Et puis, une dernière étude sur la thématique, c'est une étude cette fois-ci rétrospective qui a utilisé un score de propension, une étude australienne qui avait inclus 115 patients qui ont été antérieurement revascularisés et qui avaient une ischémie de plus de 10% sur la scintille par rapport à 115 non revascularisés. Et il n'y avait pas de différence en termes de pronostic. C'est pour ça qu'on a des pratiques, on pourra en parler, très différentes en fonction des centres. Et régulièrement même, le même médecin des patients, dans sa patientèle, va avoir des attitudes différentes. Et puis, comme vous le savez aussi, ces tests de recherche systématique d'ischémie ne sont pas tout à fait dénués de risques, dénués de coûts. Et puis, si on fait derrière une coronarographie ou une revascularisation, a fortiori chirurgicale, on peut avoir des complications. Donc, l'étude Arcachon, c'est quoi? C'est comparer de façon randomisée la meilleure stratégie de suivi de ces patients-là, qui est définie soit par une stratégie de suivi clinique simple, soit un test à la recherche d'ischémie systématique. Tous ces patients ont évidemment un traitement médical optimal. Il s'agit d'une étude de non-infériorité, avec comme critère principal un critère composite que je vais détailler dans un instant. Donc, il compose la mortalité toute cause, l'infarctus du myocarde, l'AVC et toutes les hospitalisations urgentes dans le service, enfin en cardiologie. Vous avez ici le design. On a prévu d'inclure près de 3000 malades entre les deux stratégies. Une fois que le malade est randomisé, en fait, le suivi est assez simple et codifié. C'est soit une consultation sans test d'ischémie à 6 mois plus moins 3 mois, donc ça nous fait revoir le malade au plus tard 9 mois après la randomisation, sans test d'ischémie. Et dans l'autre groupe, l'idée, c'est de le revoir à la même échéance, 6 à 9 mois après la randomisation, avec cette fois-ci un test d'ischémie. Et puis après, cette première consultation de suivi, la V1, c'est un suivi annuel, soit avec test d'ischémie, soit sans test d'ischémie. Les critères secondaires, c'est des critères qui font partie du critère primaire de jugement.
la mortalité de toute cause, infarctus et AVC, des composés, et puis des critères d'angine de poitrine et de qualité de vie. Les critères d'inclusion sont très simples. C'est des patients majeurs, asymptomatiques, vraiment asymptomatiques, qui ont la Sécu, signe le consentement. Les critères d'exclusion sont très pragmatiques, ce sont des critères simples. L'âge, bien entendu, il faut que le malade soit majeur. Il ne faut pas de syndrome coronaire aigu dans les 3 mois précédents, vous savez que ce n'est pas la même maladie. Les malades symptomatiques sont exclus, les valvulopathies sévères, bien entendu, les stades 3-4 de la NYHA, et puis les patients qui ont comme activité professionnelle des activités qui pourraient nécessiter un test d'ischémie pour des raisons médico-légales, notamment les pilotes d'avion ou les chauffeurs de bus. Donc, le suivi est assez simple. Concernant le test d'ischémie qu'on propose, les investigateurs auront toute liberté de faire ce qu'ils souhaitent, en dehors du test anatomique, dans le groupe recherche d'ischémie systématique. Et donc, ce qu'on propose, c'est conformément aux recommandations de faire plutôt un test combiné à de l'imagerie, de l'échographie d'effort, de la scintille ou de l'IRM de stress, comme vous avez l'habitude dans vos centres. Le même malade peut être suivi par des tests différents au cours du suivi. L'épreuve d'effort est autorisée, mais déconseillée. L'un des principaux risques de cette étude, c'est le crossover. Je vais prendre un tout petit peu de temps pour en parler, en particulier pour les patients qui sont randomisés dans le groupe suivi clinique simple. Donc, ces patients-là, on va les suivre en moyenne 3 ans. Et donc, pendant cette période-là, on n'est pas à l'abri que l'un d'entre nous prescrive un test d'ischémie alors que le patient est randomisé dans le groupe suivi clinique simple. Et ça, c'est un problème majeur parce que ça peut compromettre évidemment la validité de l'étude et ne pas conclure sur le critère primaire. Donc, pour essayer d'éviter cela, on a des propositions. Là, encore une fois, les investigateurs, on a choisi avec Gilles Montalesco de laisser complètement libre les investigateurs de décider. Ce qu'on propose, c'est quand on voit un malade qui est dans Arcachon et qui est dans le groupe suivi clinique simple, qui a un symptôme très atypique, qui nous arrive à tous dans nos consultations. C'est vrai que, je ne sais pas ce que vous faites, mais on peut être amené à prescrire assez facilement un test d'ischémie. Et donc, l'idée, c'est peut-être d'être un peu plus restrictif. Donc, quand le symptôme est vraiment très atypique, s'arrêter à une évaluation clinique. En revanche, lorsque le malade a une présentation très évocatrice, peut-être aller vers une coronarographie d'emblée ou un coronaroscanner. Je parle des malades randomisés dans le groupe suivi clinique parce que même s'il a un seul test d'ischémie, sera compté comme un crossover. Dans l'autre groupe, le crossover est plus modéré, le risque est plus modéré. L'idée, c'est de faire le plus de tests possible suivant le protocole, mais s'il y a un test qui manque, ce n'est pas dramatique. Le deuxième, oui. On a pas mal discuté. Ce qui est proposé dans le protocole, c'est de faire le premier test 6 à 9 mois après la randomisation, puis une fois par an. Oui, ça change la pratique. Alors, certains collègues faisaient sur les épreuves d'effort, une épreuve d'effort annuelle. Cependant, je vous le dis, si c'est quelque chose qui est compliqué sur le plan logistique ou si vous trouvez ça éthiquement limite, s'il y a un test qui manque, ce n'est pas dramatique. Il faut qu'il y ait idéalement au moins 2 tests dans l'étude. Les gens, ils aiment bien. Oui. Ouais. Peut-être même qu'on n'en prescrit pas à chaque fois. Ouais. On fait comme ça, super, vous faites un test d'effort. Non, c'est pareil. Ils vont être contents d'avoir des tests. Vous biaisez presque avec ce que vous proposez, mais quand même, vous biaisez un peu l'étude en faveur du contrôle. C'est-à-dire que globalement, tu vas faire régulièrement des tests quand on sait que marche. Et de l'autre dans le bras, tu feras, quand tu es vraiment dans la merde, de l'imagerie qui est aujourd'hui extrêmement performante, comme le Coroscan. C'est presque une étude test d'effort versus Coroscan. Enfin, c'est-à-dire, si quand le patient fait un test travers, tu lui fais un coroscanner, bah, je peux te dire que le bras qui va gagner, c'est le coroscanner. Hein. Je comprends très bien votre remarque, mais alors je me suis certainement mal exprimé, mais ce n'est pas du tout l'esprit de cette étude-là pour plusieurs raisons. La première, c'est sur le critère de jugement principal. On a pas mal discuté. Vous savez que dans le critère de jugement principal, il y a notamment les hospitalisations non programmées en cardiologie, dans le critère principal de jugement, et on a décidé de ne considérer uniquement les
réellement les choses non programmées. C'est-à-dire le malade qui vient un symptôme et qui vient en urgence à l'hôpital et non pas compter, comme on avait discuté de ce point-là, de compter comme hospitalisation non programmée un malade qui a un test d'ischémie positif et qui va avoir une coro. Donc ça ne compte pas dans le critère principal de jugement. La deuxième chose que je viens de dire là, je ne dis pas qu'il faut faire des coronaroscanners systématiques à ces patients-là. Je dis simplement… Si on ne peut pas leur faire un test non invasif et qu'on veut leur faire quelque chose, souvent il restera fluide dans notre escarcelle, soit le coroscanner, soit la coro. Donc, dont la valeur diagnostique est supérieure à celle des efforts. Enfin, non, mais j'ai bien compris. La seule chose que je disais, c'est que dans les études de vraie vie, c'est extrêmement compliqué de tenir l'absence de crossover. Ce que j'ai dit, je vais reformuler. Les malades à très faible risque, comme on fait souvent, ce que je fais régulièrement en consultation, je pense comme vous tous, le malade a une douleur très atypique, on n'a aucune raison factuelle de lui faire un test. Si on prend le temps de bien l'écouter, l'interroger. Vous avez le droit, évidemment, en tant qu'investigateur, de faire un test d'ischémie devant l'apparition de symptômes. C'est votre liberté absolue. Et je pense qu'il faut le faire quand on a un symptôme évocateur et la probabilité intermédiaire. Je dis simplement, dans cette partie-là, une partie très importante à l'étude, chez les malades à plus haut risque, une présentation typique plutôt de faire un examen invasif d'emblée, qui est la pratique de certains quand on a un symptôme typique, et ou un coroscanner. Je comprends, hein, ce n'est pas simple, et je comprends très bien votre remarque. On verra on va compter les coronaroscanners dans l'étude, mais l'idée n'est pas de remplacer le test d'ischémie par un coroscanner. L'idée, c'est de dire arrêtons de faire des tests systématiques, quels qu'ils soient. Et quand l'étude a été pensée en 2016, c'est vrai qu'on avait le coronaroscanner peut-être un peu moins facile. C'est pour ça qu'on n'a pas quelque part aujourd'hui, ce que vous dites là, le groupe contrôle, c'est comme ça que je le gère. C'est-à-dire que je ne fais rien, et quand le patient fait un peu de travers, je calme. Un peu de travers. Non, mais je veux dire, si le patient n'a pas eu de test depuis 3 ans, on se dit, bon, on a dit la date de autant, il a une douleur, il dit, bah, en fait, toujours pareil, la grosse question, c'est est-ce que c'est nouveau? En fait, qu'est-ce qui pèse beaucoup dans l'interprétation du symptôme? Ce n'est pas le symptôme. Est-ce que c'est un truc que vous avez déjà depuis toujours ou c'est un truc qui est en train d'apparaître? Si c'est un truc qui est en train d'apparaître dans la poitrine, c'est assez évocateur. Enfin, en général, les patients se connaissent. Enfin, les patients se connaissent bien. C'est déjà des patients qui ont un passé coronarien. Ce pas des patients. Et en général, le patient. Enfin, quand le patient commence à vous dire, docteur, c'est pas comme d'habitude. Non, mais encore une fois, je vous le redis, je comprends très bien votre remarque. Dans l'étude de vraie vie, on a prévu 10% de crossover. Voilà. Donc, clairement, après, ça nous ferait des effectifs plus importants. Donc, clairement, nous, notre idée, ce n'est pas du tout de biaiser et de… Enfin, voilà. C'est de vraiment renforcer l'aspect clinique. Est-ce que c'est forcément un biais? Ce n'est pas tout à fait la même étude, mais est-ce que c'est forcément un biais de dire que ça reste une question? Finalement, la question de comparer une stratégie dans laquelle on va faire des tests en invasif systématique versus une stratégie où on ne fait rien, et on est plutôt en réactionnel avec, le cas échéant, un test qu'on fera beaucoup plus rarement, mais dont la valeur diagnostique est supérieure, finalement une surveillance armée, c'est-à-dire on ne fait rien, mais si ça ne va pas, on passe d'emblée à la case d'après. Je trouve que c'est presque déjà aujourd'hui la vraie question. Donc, et en fait, j'ai un peu l'impression que vous êtes dans… Enfin, je trouve que c'est un peu ambigu. Enfin, tant qu'à faire, pourquoi pas y aller carrément, quoi. Je veux dire, on compare une stratégie qui fait des tests non invasifs sérieux, en fait, finalement, pour démontrer que ça sert. Finalement, pour être sûr d'enfoncer le clou, et de montrer que cette stratégie n'a pas de sens. Je pense que c'est le cas. Dans ce cas-là, de l'autre côté, c'est on ne fait rien. Et on a une surveillance armée, et le cas échéant, quand le patient ne va pas, on sort le direct le coroscan. Ce qui fait qu'il y aura peu de coroscan, et c'est sûr que la stratégie, entre guillemets, rien plus ou moins, enfin, surveillance armée incluant le coroscan une fois de temps en temps, quand on veut se rassurer, la va gagner. Alors, là, sur ce point-là, je comprends très bien votre point de vue, mais je ne suis pas persuadé qu'elle gagnera. Peut-être que ça sera mon inférieur. Oui, c'est déjà pas mal. Pour deux raisons. La première, c'est que le coroscanner chez le malade non connu
sans histoire cardiologique, sans coronaropathie connue en vascularisée, on a bien montré notamment dans Scotard que ça améliorait le pronostic des malades-là, probablement parce qu'on prescrit plus de médicaments de prévention secondaire. Mais dans ce contexte-là de patients qui sont coronariens connus à qui on fait encore au scanner, je ne suis pas sûr qu'on évitera des coronarographies parce que parfois on veut se rassurer, mais on s'inquiète à tort ou à raison sur des lésions du deuxième segment. Mais le deuxième point sur cette étude-là, encore une fois, je comprends très bien. On a choisi de vraiment se focaliser sur le test d'ischémie parce que c'est là encore l'approche de beaucoup de collègues chez ces malades à haut risque. Et les tests fonctionnels, moi, je pense qu'il y a quand même un vrai sens physiopathologique et un vrai suivi. On n'est pas d'accord. Voilà. Nous ne sommes pas d'accord. Moi, je pense vraiment, mais encore une fois, avec les données actuelles, le malade à haut risque coronaire revascularité qui a une capacité d'effort normale, même avec une ischémie, moi, j'accorde plus de valeur à la capacité d'effort plus qu'à l'anatomie. Et voilà. Et donc, à ce moment-là… Est-ce que vous fournissez dans le bras, justement dans le bras test d'effort, finalement des recommandations? Parce qu'effectivement, je suis d'accord avec vous, la problématique, c'est que ces patients peuvent avoir assez facilement un test pas normal. C'est vrai. C'est-à-dire pas normal. Et en ce cas-là, souvent, ce qui compte, c'est quoi l'examen de référence? Est-ce qu'il a un examen de référence qui sert de benchmark, en fait? Sinon, c'est un peu comme ça revient un peu à la problématique du par rapport au corps scanner. Si on n'est pas restrictif dans son interprétation, faire n'importe quoi, c'est-à-dire que ça peut pousser à la roue. Donc, justement, est-ce que vous fournissez pour le groupe test d'effort finalement un cadre d'interprétation? C'est-à-dire, parce que si effectivement chacun fait comme il veut avec le test d'effort, Alors, ce point était longuement discuté avec Gilles et on a choisi sciemment d'aller sur une stratégie dite pragmatique ou de vraie vie. Donc, en clair, il est certain qu'on aura des inhomogénéités d'interprétation de test entre les centres et intercentres. On a même réfléchi à faire une relecture centralisée des examens, mais pour des raisons à la fois pragmatiques, pour ne pas limiter les inclusions. Ça peut introduire aussi d'autres biais de sélection de patients et d'investigateurs. On ne va pas mettre celui-là parce que je suis plus inquiet que l'autre. On a décidé d'être extrêmement libéral, c'est-à-dire de laisser à l'investigateur la décision de faire un examen supplémentaire si le test il l'interprète comme positif ou de ne pas faire s'il y a une ischémie. Donc, je suis d'accord, ça se discute, mais c'est un parti pris qui est assumé. Est-ce qu'il y a un test de départ? Non. 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 Mais comme il s'agit, comme vous le savez, d'une étude de consultation, l'étude a déjà commencé, on a commencé dans les centres d'assistance publique hôpitaux de Paris. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que quand on discute avec les collègues, on a des approches très, très variables, avec des raisonnements variables. Des collègues qui m'ont expliqué qu'ils vont inclure les nouveaux malades sans examen de suivi, d'autres qui m'ont dit effectivement je vais inclure uniquement les malades que je connais depuis longtemps qui ont un test de référence. Certains me disent je vais inclure les plus âgés, d'autres les plus jeunes. Donc c'est vraiment très variable, on n'a pas de vérité absolue, chacun a sa conviction et son expérience clinique, on est bien d'accord là-dessus. Là, encore une fois, voilà, j'ai bien compris vos remarques, on a conçu l'étude comme celle-ci. Et je vous alerte simplement sur le risque de crossover avec comme élément simplement de garde-fou, c'est le sens clinique. Et si vous souhaitez faire un test d'ischémie, évidemment, s'il y a un symptôme, vous avez le droit de le faire et il faut le faire, évidemment. Le deuxième point sur le crossover, c'est la stratégie concernant les chirurgies vasculaires programmées. Vous savez qu'on a beaucoup de malades qui sont conçus en consultation et qui doivent subir une chirurgie. Là aussi, je ne sais pas quelles sont vos habitudes. Elles sont probablement très variables. Il y a certains centres où il y a une coronarographie systématique demandée par l'anesthésiste, d'autres rien, d'autres un test d'ischémie. Je voulais simplement rappeler que dans les recommandations des sociétés de cardiologie et d'anesthésie-réanimation, il est proposé de considérer la réalisation d'un test non invasif uniquement chez les malades qui doivent subir une chirurgie très lourde, comme une chirurgie vasculaire, et qui ont une capacité d'effort à moins de 4 mètres. Dans les autres cas, tenant compte de la littérature actuelle rétrospective et de la petite étude randomisée que je vous ai montrée, il n'est pas indispensable de faire ça. Donc, raisonnablement, chez les malades qui sont asymptomatiques randomisés dans le groupe suivi clinique, vous avez le choix évidemment de faire selon vos habitudes, mais on propose plutôt d'être un petit peu restrictif en respectant tout simplement les recommandations des sociétés savantes.
Un état sur le début de l'étude. Elle a commencé le 10 septembre 2021. Elle a commencé dans les centres APHP pour des raisons administratives. Et donc, on a inclus à ce jour 164 patients randomisés. Sincèrement, ça se passe relativement bien et simplement en consultation. On a inclus en moyenne par collègue au moins un patient à la Pitié-Salpêtrière par consultation. Les autres centres ont commencé un peu plus tard. Vous avez l'état des inclusions là. On a prévu d'ouvrir prochainement d'autres centres en Île-de-France. Les conventions financières ont été envoyées normalement. J'espère qu'elle est arrivée à Dijon, notamment. Et puis, il y avait l'Île-de-France et la France entière. Voilà, je vous remercie. Et je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques.